tous. J'espère que vous allez bien et que vous nous entendez bien. Bonjour. Alors, on se retrouve cette année pour la 3e édition de notre baromètre économique des services à la personne. Donc, Heureux de vous retrouver pour cette 3e édition qui est plutôt riche en éléments d'analyse et de positionnement et de réflexion stratégique sur l'évolution des secteurs. Je laisse Victoria avancer le sujet. Un grand merci à nos partenaires, même si Victoria va revenir dessus. Donc les partenaires, j'allais dire canal historique, que sont Ximi, que sont Evolia 93 pardon, et Autonomie, auquel vient s'ajouter le cabinet Plenita, et puis un grand merci à Synerpa Domicile qui a bien voulu nous suivre dans cette belle aventure en la personne de Nicolas Urtiger. Un grand merci à lui. Voilà, je vous laisse la main, Victoria. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je nous présente très rapidement. Donc, on est un cabinet d'expertise comptable et de conseil. On est leader du secteur des services à la personne en France. Donc, on accompagne plus de 100 clients. En tout, ça nous fait plus de 1200 salariés gérés chaque mois. On a un taux de satisfaction de plus de 95%. Et en général, en moyenne, quand on accompagne une structure, on dit qu'elle fait plus de 20% de croissance du chiffre d'affaires par an. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est un petit peu le même programme que chaque année. On va commencer par une analyse de l'échantillon, donc l'analyse des répondants du questionnaire. On passera ensuite à l'évolution de l'activité, tarification et salaire, voir comment ça a évolué et voir s'il y a un partage de la valeur, l'organisation RH et après différents focus. La particularité cette année, c'est qu'on a fait 3 questionnaires en un. Donc, en fonction de votre activité principale, si vous posiez de l'aide à domicile, de l'entretien de la maison ou de la garde d'enfants, vous aviez un questionnaire personnalisé. Donc, on fera un focus pour chaque activité. Alors, l'introduction, je vais laisser Pascal la faire. Alors, oui, le point important, c'est l'année 2022 a été pleine de rebondissements, comme vous le savez. Alors, économique, de tensions sur le secteur en Europe, et puis une montée en puissance de l'inflation. Et on voulait voir comment ceci avait un impact par rapport à la performance du secteur, sachant que les ressorts de la demande sont bien connus. On a une augmentation de la population senior et dépendante. On a un déficit chronique de solutions de garde d'enfants dans un certain nombre de territoires. On a une recherche constante d'un équilibre de vie professionnelle et vie perso qui tend à nous amener à avoir recours à des prestations d'entretien de la maison, et puis la fameuse avance immédiate du crédit d'impôt. L'idée, c'est de voir comment ces ressorts qui sont des éléments forts vont se télescoper avec des éléments exogènes que sont une montée en puissance de l'inflation, et puis un élément fondamental, c'est la pénurie de main-d'œuvre et la difficulté de recruter. Voilà, c'est comment le secteur va performer ou pas sur cette année, qui est une année exceptionnelle de mon point de vue, puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu déjà ce niveau d'inflation, et puis c'est une telle tension d'un point de vue RH. Alors, je vais commencer par présenter la méthodologie employée au niveau du questionnaire. Donc la même méthodologie que les autres années, mais cette année, on a eu 354 répondants. Donc c'est plus que les autres années. Pour ça, on remercie vraiment nos partenaires. Donc nos 2 nouveaux partenaires, le cabinet Plenita et puis la fédération Synerpa à domicile, et puis nos 3 partenaires qui nous accompagnent depuis le début, Ximi, l'agence Autonomie et puis la plateforme Evolia. Donc, dans ces 354 répondants, il y en a quand même 39 qui ont dit non pertinent, parce qu'en fait, à la première question, intervenez-vous bien à domicile, ils ont répondu non.
Donc, ces 39 répondants ne sont pas comptabilisés dans notre analyse. Comme les autres années, on a effectué 2 procédures de test. Donc, on a d'abord conçu le questionnaire avec nos partenaires et effectué une procédure de test auprès d'eux. Et puis ensuite, on l'a envoyé à quelques-uns de nos clients pour voir si le questionnaire fonctionnait bien, s'il n'y avait pas des problèmes techniques, si c'était compréhensible. Et on l'a ensuite mis en ligne. Donc, comme je l'ai dit au début, il y avait 3 questionnaires différents en un et il a été en ligne pendant 9 semaines. Alors, l'analyse de l'échantillon. Donc, comme chaque année, on a une répartition géographique sur toute la France. Donc ça, c'est vraiment chouette. Avec cette année, la Réunion en plus. On avait déjà la Guadeloupe l'année dernière et là, on a la Réunion. Par contre, on n'a pas eu la Corse cette année. Après, on fait un petit focus sur l'Île-de-France parce qu'on voit que c'est là où on a la majorité de nos répondants. Et pour ça, encore une fois, on remercie vraiment nos partenaires parce qu'on voit qu'il y a une grande mobilisation sur l'Île-de-France. Les types de structures, c'est pareil, ça ressemble un petit peu aux autres années avec un tiers d'associations et puis une grande majorité d'entreprises. L'année dernière, on avait eu 3% de CCAS. On espérait en avoir plus et puis bon, finalement, ça a encore diminué. Donc, à voir comment ça se profilera les autres années. Au niveau de la typologie de structure, on a quand même une très, très grosse majorité de SAD, donc services d'aide et d'accompagnement à domicile. On a quand même presque un tiers de services à la personne et avec un petit peu de SPASAD, mais bon, c'est une activité un peu plus particulière. Alors, particularité cette année, les autres années, on avait beaucoup plus d'indépendants que de franchisés. On mettait ça sur le compte que les indépendants étaient en recherche d'informations. En général, les franchisés ont quand même un panel d'informations données par leur réseau, là où les indépendants se retrouvent un peu plus seuls. Et on voit que cette année, finalement, on se retrouve avec quasiment 50-50 franchisés indépendants. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que c'est plus représentatif du secteur et ça nous donne une analyse qui est vraiment plus complète. Le retour en grâce du mode mandataire. Alors, ça évolue doucement parce que l'année dernière, on était à 4%, cette année, on est à 6%. Mais cette année, on s'est quand même concentré sur le mode mandataire au niveau de notre analyse. Vous verrez, on a fait pas mal de différenciation mandataire-prestataire. C'est un mode qui va être de plus en plus pratiqué étant donné que les organismes ne délivrent plus d'autorisation. Donc, on suppose qu'il y aura de plus en plus de mandataires. Donc, cette année, on a fait vraiment une bonne différenciation mandataire-prestataire. Alors, on va passer maintenant à l'évolution de l'activité. Donc, comment les entités ont évolué au niveau de leur chiffre d'affaires, au niveau de leurs projets. Et puis, je vais laisser Pascal vous présenter cette partie. Alors, si on analyse la performance du secteur sur 2022, on va dire que c'est une performance contrastée, on va dire ça comme ça, dans la mesure où seulement 55% presque des entités ont connu une croissance d'activité, là où en revanche, il y a eu 45% qui ont connu soit une stabilité, soit une baisse d'activité. Alors, on viendra un peu, on identifiera dans les slides suivants quels sont les grands gagnants et les grands perdants. On s'aperçoit qu'effectivement, progressivement, il y a un certain nombre d'entités qui ont tendance à baisser et sont les perdants des années passées. Et puis, il y a aussi des gagnants et c'est là qu'on voulait bien identifier les choses. On voit donc il y a des gagnants, il y a des perdants et c'est ça qui nous intéresse. Alors, pourquoi la croissance du secteur est contrastée? C'est assez simple. Hein. On a une pénurie chronique de personnel et du coup, ce qui peut véritablement freiner le développement de ce secteur, sachant qu'il y a des tendances lourdes sur la demande, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas suffisamment à former les personnels. Il y a un manque d'attractivité du secteur qui est criant, dû notamment
au faible salaire, au faible niveau de salaire ou l'appréciation faible du niveau de salaire par rapport aux intervenantes. Bien sûr, ça entraîne aussi un certain turnover, ce qui induit des problèmes de qualité nécessairement. On ne peut pas maintenir un niveau de qualité constant avec un turnover important. Il y a bien évidemment les effets négatifs de la hausse des prix. On a vu on verra plus tard que les entités ont consenti une augmentation du taux horaire, des augmentations salariales, mais elles ont été en grande partie absorbées par l'inflation, ce qui fait que du coup l'attractivité supplémentaire qui devait en découler s'est avérée inexistante. Et puis effectivement, sur les aspects plus entretien de la maison, il y a une persistance du télétravail qui font que les particuliers, quand ils restent chez eux, ils font moins appel à l'entretien de la maison. Alors, on parlait de gagnants et de perdants. Les grands perdants, mais c'est comme chaque année, le secteur associatif est en perte de vitesse. On observe effectivement un nombre important d'associations qui ont perdu du chiffre d'affaires cette année, et c'est constant maintenant depuis 3 ans, depuis qu'on fait le baromètre. Alors, ce qui n'est pas sans poser de problème, hein, alors 2 commentaires par rapport à ça. Quand on dit le secteur associatif en perte de vitesse, ça ne veut pas dire que pour autant certaines associations ne sont pas en croissance d'activité, c'est pas ce qu'on dit. Mais au global, quand on compare l'ensemble de nos répondants, ce qui représente un tiers de nos répondants, on s'aperçoit que globalement, on constate plutôt une baisse d'activité sur 2022 et que c'est constant depuis 3 ans maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça pose, et je le répète, ça pose une problématique spécifique, c'est les associations ont une vocation sociale, ils interviennent soit sur les zones urbaines défavorisées, soit sur les zones blanches rurales, et le fait que progressivement elles perdent de l'activité peut signifier qu'on a une moins bonne couverture de ces populations qui sont soit éloignées, soit financièrement désavantagés. Donc c'est un vrai sujet de politique publique, à mon avis, qu'il faudra traiter. Alors sans doute compensé en partie par les CEPOM et la mise en place de CEPOM qui s'étend y compris aux sociétés commerciales. Mais c'est un sujet important. Les grands gagnants. Alors, l'année dernière, je me souviens très bien, Laurence Biwold d'Evolia nous avait fait était surpris du chiffre. 81% des franchisés sur 2021 avaient déclaré une croissance d'activité. Ça se confirme. Alors, ça s'est un peu modéré, mais 69% des franchisés connaissent une croissance d'activité sur 2022, ce qui est une reconnaissance du marché, c'est le format franchisé fonctionne bien et le secteur le reconnaît. Donc effectivement, le modèle franchise est un modèle qui fonctionne en France sur les secteurs du maintien, sur le secteur de l'aide à domicile et des services à domicile. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, alors j'allais oublier les indépendants. Les indépendants sont ont une croissance, mais une croissance moins forte que les franchisés. Alors, les indépendants se caractérisent par plusieurs éléments. 1, une croissance moins forte. 2, des tarifs moins élevés. Et également un niveau de rémunération légèrement plus bas. Donc, j'allais dire que c'est à méditer. Alors, on a voulu faire aussi un comparatif sur le mode prestataire et mandataire. Alors, on voit l'émergence, il y a l'activité mandataire est tombée quand même plus ou moins en désuétude ces 10 dernières années, dans la mesure où les aspects réglementaires des conseils départementaux ne souhaitaient pas, notamment sur le maintien à domicile, faire intervenir en mode mandataire, dans la mesure où les personnes âgées ou une personne dépendante peut difficilement
devenir employeur. Enfin, disons qu'elle n'a pas tous les caractéristiques voulues pour l'être correctement. Du fait de la non-attribution d'autorisation, on a bon nombre de structures, notamment de structures franchisées, qui souhaitent intervenir sur le secteur de la dépendance. Et la seule possibilité d'intervenir, c'est effectivement d'obtenir l'agrément et du coup de faire du mandataire. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a deux typologies de mandataires. J'allais dire les mandataires canal historique, c'est-à-dire ceux qui font du mandat depuis 10-15 ans, qui ont un modèle économique particulier. Ce que j'entends par particulier, c'est qui se traduit par un taux de marge, alors des prix plutôt faibles et un taux de marge plutôt plus faible que ce qui se pratique aujourd'hui, ce qui émerge aujourd'hui au niveau des mandataires. C'est plutôt un niveau de prix quasiment identique, voire supérieur au mode prestataire. On peut nommer par exemple Petit-Fils qui fonctionne très bien en mode mandataire avec des tarifs souvent plus élevés que le mode prestataire et avec un taux de marge équivalent à celui de prestataire. Donc c'est un nouveau modèle qui tend à émerger, qu'on voit pas encore complètement dans l'étude, mais il me paraît important de dissocier ces deux typologies. J'allais dire les mandataires historiques qui font du mandat depuis longtemps, qui connaissent une croissance de CA plutôt faible, et puis à l'inverse, on constate les nouveaux mandataires, on va les appeler comme ça, qui eux connaissent une croissance plus forte. Voilà ce qu'on peut constater au vu des éléments qui nous ont été restitués. Alors, l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce que les acteurs économiques est-ce qu'ils ont toujours confiance en l'avenir. Alors, généralement, on voit l'avenir à l'aune de ce qui s'est passé les années précédentes. Donc, on s'aperçoit que, en gros, ils reproduisent le schéma 2022. On avait vu qu'il y avait 54% des entités qui étaient en croissance. Ben là, on juge, enfin, il y a 56% des entités qui considèrent qu'ils ont confiance en l'avenir, ce qui est plutôt bien et plutôt satisfaisant. Maintenant, effectivement, l'idée, c'est de voir ce qu'ils vont mettre en œuvre ou ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour accélérer leur développement. Alors, pour accélérer leur développement, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les projets qui les animent ou qui vont les animer sur l'année 2023. Alors, en dissociant les trois typologies de structures qu'on a identifiées par métier, donc les structures de maintien à domicile, les entités dites de confort et puis les entités de garde d'enfants. Historiquement, ce qui prévalait jusqu'à présent, c'était la croissance externe et ou la volonté de vendre la structure. Et on s'aperçoit notamment sur le maintien à domicile que ça se tasse un peu. Alors, il y a sans doute plusieurs raisons. Du fait d'une forte demande, les prix ont considérablement augmenté, les prix de cession ont considérablement augmenté, ce qui calme un peu les ardeurs des acheteurs. Ça peut être un premier élément. Et puis, il y a un autre point, c'est que les structures sont très intéressées à la création d'un service autonomie. Et 18% commencent à travailler là-dessus et souhaitent engager un projet là-dessus, ce qui est un point important. Sur les entités de confort, c'est approximativement la même chose. Il y a à peu près autant d'entreprises qui souhaitent vendre, qui souhaitent acheter. Donc, ce qui tendrait à supposer que les prix non pas vont refluer, mais on va sans doute avoir une stabilité sur les prix de cession. Alors, faut pas oublier qu'effectivement sur le marché de l'autorisation,
il n'y a plus d'autorisation de délivrer. Donc, il y a toujours une tension à ce niveau-là si on veut prendre une part de marché. Donc, c'est un élément qui contribue à augmenter les prix de cession. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça risque de se tasser un peu. J'allais dire tant mieux, parce qu'on était arrivé effectivement avec des coefficients relativement importants. Et on a vu effectivement des coefficients de cession qui est important. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement l'orientation service-autonomie pour le maintien à domicile. Alors, bien évidemment, je rappelle sur les stratégies de croissance, il y a deux typologies de stratégies de croissance, que vous soyez d'ailleurs franchisé ou indépendant. Alors, franchisé, c'est plutôt les réseaux de franchise qui tendent à effectivement avoir une expansion géographique. Ils continuent à ouvrir effectivement des agences et à se placer en mode mandataire pour ceux qui ont une offre maintien à domicile. Et puis, il y a le renforcement de l'offre de service, toujours par ces mêmes réseaux de franchise, ou à travers plusieurs marques, ils font soit de l'entretien de la maison, soit de la garde d'enfants, soit du maintien à domicile. Donc ça, c'est la stratégie classique du réseau de franchise. Et c'est pas antinomique d'une stratégie de croissance au niveau des indépendants. Les indépendants ont une autorisation souvent sur 1 voire 2 départements. Et donc, en termes de maillage territorial, ils peuvent parfaitement créer une seconde, voire une troisième agence dans le département pour bien mailler territorialement le secteur et l'ensemble du département. Donc c'est un point important. Effectivement, il y a des départements qui sont extrêmement grands et donc il y a une vraie pertinence à faire ça. Il y a aussi une pertinence à développer dans le second département. Souvent, il y a pas mal d'entités qui ont 2 autorisations, dont une n'est souvent pas active. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se développer aussi dans le second département. Et puis pareil, à l'identique, en termes d'offres de services, vous pouvez développer votre activité en développant votre offre de service. Si vous avez sur la garde d'enfants ou sur l'entretien de la maison. Alors, on va passer à la partie tarification que Pascal va vous présenter également. On vous avait demandé quels étaient vos tarifs pratiqués, quels tarifs vous pensiez pratiquer l'année d'après, donc au niveau de l'évolution des tarifs. Et on a pu faire une comparaison du coup avec l'année dernière et les résultats sont assez intéressants. Alors, les tarifs horaires, c'est un vrai sujet, c'est un sujet important. Et donc, l'idée, c'est de voir comment les entités, qu'est-ce qu'elles ont anticipé sur 2022 en termes de tarification, comment elles se sont positionnées. Je vous rappelle que on avait fait le constat suivant, que les agences franchisées avaient des tarifs plus élevés que les structures indépendantes, et on avait anticipé que les structures indépendantes allaient s'aligner plus ou moins, ou allaient rattraper une partie du retard en termes de tarification. Donc on s'aperçoit que elles ont massivement augmenté leurs tarifs. Alors sans doute de 1 à 2 euros de l'heure, donc ce qui est quand même important en termes de proportion. Voilà, elles n'ont pas hésité à augmenter leurs tarifs, alors sans doute lié aussi aux augmentations salariales qu'elles ont dû consentir. Parallèlement, on voit que effectivement la montée de l'inflation a bouleversé les plans et les anticipations des acteurs. Alors, même constat, mais effectivement, j'allais dire que les entreprises et les associations ne s'adressent pas à la même typologie de personnes, et l'une a une vocation sociale, alors que les sociétés commerciales n'ont pas nécessairement de vocation sociale, même si elles font de l'accompagnement social souvent au niveau de l'accompagnement au niveau de leurs salariés, ça en fait partie, et puis aussi au niveau des bénéficiaires. Donc on voit que 61% des entreprises ont augmenté leurs tarifs de 1 à 2 euros.
contre 38% d'associations. On voit bien que les entreprises ont pris la mesure et ont pris la mesure de l'impact économique de l'inflation et la nécessité pour elles d'avoir un modèle économique pérenne qui leur permette de payer correctement ou le plus correctement possible leurs intervenantes. Alors, on a voulu faire un comparatif aussi entre mode prestataire et mode mandataire, et on s'aperçoit que les tarifs mandataires, on peut évoluer. Alors, on peut évoluer pour la partie d'augmentation de moins d'euros de l'heure, et en revanche, on arrive à un positionnement à peu près identique sur l'augmentation entre 1 et 2 euros de l'heure, où et les mandataires ou les prestataires ont augmenté, j'allais dire massivement leurs tarifs, sans doute pour faire face, comme je vous disais, à l'augmentation salariale. Il y a elles sont plutôt en ligne, c'est-à-dire que le mode mandataire ou prestataire, les anticipations des acteurs et la réaction des acteurs est approximativement la même. Alors, après avoir augmenté massivement entre 1 et 2 euros de leurs tarifs, qu'est-ce qu'elle prévoit sur 2023? Elle prévoit en fait la même chose, c'est que les structures anticipent, du fait du maintien d'un certain niveau d'inflation, anticipent effectivement une augmentation de 1 à 2 euros de l'heure également sur 2023. Alors, ça change beaucoup de choses. Hein. Ces augmentations, ça a l'air anodin, c'est pas anodin. Des augmentations de 1 à 2 euros de l'heure, depuis qu'on s'intéresse au secteur, depuis 15 ans, on n'a jamais connu ça. Donc effectivement, c'est une sorte de bing bang qui est en train de se passer. Alors, le point important, c'est qu'effectivement, du coup, ces augmentations se traduisent, alors pour ce qui est du maintien à domicile, par un reste à charge plus important, et pour ce qui est de l'entretien de la maison, effectivement, c'est un peu la même chose, même si les particuliers bénéficient de la restitution immédiate du crédit d'impôt, ça se traduit malgré tout, par une augmentation du reste à charge. Voilà. Alors, point important, salaire et partage de la valeur. C'est vous qui faites les introductions, désolé. C'est pas grave. Alors j'y vais. Donc, ce qui est important, c'est voilà, on a vu que les acteurs économiques ont massivement augmenté les salaires et principalement en moyenne de 1 à 2 euros de l'heure, les tarifs prestataires de la prestation. L'idée, c'est de voir comment elles ont partagé la valeur et comment elles ont réparti ce complément de prix. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient anticipé, les entreprises? Elles avaient anticipé pour un tiers, pas d'augmentation, anticipé éventuellement une augmentation de 0 à 50 centimes de l'heure et de 50 centimes à 1 euro de l'heure, à peu près de manière linéaire. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'elles ont réalisé massivement? À 43%, voire 44%, elles ont réalisé une augmentation de 50 centimes, comprise entre 50 centimes et 1 euro de l'heure. Et pour 24% d'entre elles, entre 0 et 50 centimes de l'heure. Alors, ça appelle de ma part 2 commentaires. En 2022, le SMIC a augmenté de 50 centimes. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement l'augmentation qu'on va appeler contrainte, qui est mécanique, voilà, et que les entités ont répercuté. Et au-delà de ça, au-delà des 50 centimes, il y a une évolution des grilles salariales où il y a une forme de reconnaissance des entités pour la fidélité, pour la qualité de travail. Et donc l'idée, c'est effectivement, on voit de plus en plus l'émergence de grilles de salaire qui, au bout d'un an d'ancienneté, par exemple, il y a un vrai coup de pouce qui est donné et généralement, on se retrouve aux alentours d'un euro de l'heure au-dessus du SMIC. Donc,
cette augmentation qu'on constate, qui est de plus de 50 centimes, qui est l'augmentation du SMIC, elle correspond à ça, une sorte de rattrapage et à la compréhension des entités qui elles ont la nécessité d'avoir une politique salariale établie qui se repose notamment sur une grille des salaires qui se veut plus attractive au niveau 1 des personnes diplômées et 2 des personnes qui ont une certaine ancienneté dans l'entreprise et qui donnent satisfaction. Alors, pareil, on a voulu faire la comparaison sur l'augmentation des salaires entre mandataires et prestataires. Il n'y a pas d'augmentation sensible, si ce n'est peut-être un petit coup de pouce qui est donné par les prestataires plus que les mandataires. Mais il est vrai que le fait de recruter quelqu'un en mode mandataire, généralement les modes mandataires partent d'un niveau de salaire qui est plus élevé, donc c'est assez logique qu'au fond, il y a une sorte de rattrapage qui soit exercé par les entités qui travaillent en mode prestataire. Alors, qu'est-ce qu'elles prévoient ces fameuses entités? C'est ce que je vous disais un petit peu, c'est une augmentation, elles prévoient une augmentation des salaires. Alors, c'est contrasté, mais en partie entre 0 et 50 centimes de l'heure, et toujours en partie entre 51 centimes et 1 euro de l'heure. A priori, les prévisions économiques prévoient une atténuation de l'inflation sur le second semestre, on verra ce que ça donne. Pour celles qui ont anticipé entre 51 centimes et 1 euro de l'heure, et au-delà, on est bien dans la volonté, la confirmation de l'instauration d'une grille salariale plus attractive. Pareil, donc il n'y a pas de différence essentielle sur les augmentations et les anticipations en mode prestataire et en mode mandataire. Alors, on va passer à l'organisation RH. On le sait tous, c'est l'une de vos principales problématiques, la gestion RH. Et donc là, on va voir quelles solutions vous mettez en place pour pallier cette problématique. Alors, au niveau de la gestion des remplacements, on est à peu près sur le même modèle que celui de l'année dernière, si ce n'est que vous avez quand même réduit votre réaffectation des salariés pour augmenter vos taux de CDD. Donc ça, c'est quand même une bonne chose parce que ça permet d'avoir une situation un petit peu plus stable. Il y a une question qui se pose quand même, c'est que parmi les 7% de autres, on trouve 35% qui annulent ou reportent la prestation. Là, ça pose question parce qu'une prestation qui est annulée, ça peut poser des problématiques au niveau de la satisfaction client. Une prestation qui est reportée, ça pose des problèmes de gestion justement des remplacements, de gestion des équipes. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Par contre, au niveau des 7% autres, on trouve quand même 30% qui embauchent une nouvelle personne, et cette fois pas en CDD, mais en CDI. Et là, on voit une vraie volonté d'avoir une solution pérenne et stable. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Alors, l'évolution des pratiques RH. Donc, on le sait, vous avez une grosse problématique RH. Et là, on voit bien que vous avez compris qu'il ne fallait pas mettre en place seulement un module, mais c'est tout un ensemble, un panel de solutions qui va vous permettre de pallier vos problématiques. Au niveau de ce que vous avez mis en place, c'est quand même la formation des aides à domicile qui prime. On a, comme l'année dernière, un bon taux de projet QVT et puis de marque employeur. Alors, l'année dernière, on n'avait pas posé la question du tutorat, mais cette année, on voit que c'est quand même quelque chose que vous mettez beaucoup en place. Et puis, par contre, les équipes autonomes, c'est quelque chose qui reste quand même assez faible pour le moment. Donc voilà, pour pallier la problématique de pénurie de personnel, il y a tout un tas de choses à mettre en place qui vont vous permettre d'avoir une stratégie de croissance. Donc, ça peut passer par la revalorisation salariale. On l'a vu, ça, vous avez déjà commencé à le mettre en place avec l'augmentation des salaires. Il y a l'amélioration des conditions de travail, donc QVT, marque employeur, la mobilité, les équipes autonomes qui restent encore faibles pour l'instant et puis tutorat.
La formation, et ça vous faites beaucoup, formation des aides à domicile et management. Et puis bien sûr, le travail sur le recrutement pour avoir des recrutements plus efficaces. Et donc justement, là on vous a demandé quelles solutions vous avez mises en place, et on vous a demandé quels bénéfices vous en tirez. Donc au niveau de l'analyse des bénéfices, on a fait 2 analyses différentes. Sur cette slide-là, on voit l'analyse que vous retirez en fonction d'une solution mise en place. Donc par exemple, pour ceux qui ont mis en place l'aide à la mobilité, ils ont pu observer qu'ils avaient des salariés qui étaient plus heureuses. Donc qui des salariés plus heureuses dit moins de turnover. Et puis le fait d'avoir une aide à la mobilité, ça leur a permis d'avoir un recrutement qui était plus facile. Pour ceux qui ont mis en place la formation des aides à domicile, ils se sont rendus compte que les salariés étaient très demandeurs de formation. Et évidemment, les salariés sont toujours en demande de montée de compétences. Du coup, ça implique les salariés qui sont plus impliqués, ils ont une meilleure qualité de prestation. Du coup, ils sont plus heureux, ils sont moins absents. Et puis, il y a une fidélisation des salariés. Et qui dit meilleure qualité de prestation entraîne aussi une satisfaction client, bien entendu. Pour ceux qui ont mis en place les équipes autonomes, ils ont pu observer une meilleure cohésion d'équipe. C'est une problématique qu'on entend souvent. Des équipes qui ne s'entendent pas forcément très bien, il y a des problématiques internes. Et donc, la mise en place des équipes autonomes, ça peut être une solution à apporter. Pour ceux qui ont mis en place le tutorat, là, ils retrouvent une fidélisation des salariés et puis une meilleure qualité de prestation. Et puis, pour ceux qui ont mis en place un projet QVT, bien évidemment, QVT, c'est qualité de vie au travail. Donc, meilleure qualité de vie au travail, 10 salariés plus heureuses et donc moins de turnover. Alors, là, on est parti des bénéfices. Donc, en fait, en fonction des bénéfices que vous souhaitez obtenir, quelle solution vous pouvez mettre en place? Parce que, on l'a dit au début, ce n'est pas une solution qu'il va falloir mettre en place, mais c'est tout un panel de solutions qui vont vous permettre d'améliorer vos problématiques et puis de vous en sortir. Donc, pour ceux qui souhaiteraient une meilleure qualité de service, on se rend compte que ça passe par plusieurs choses. Évidemment, la formation des aides à domicile. Si elles sont formées, elles pourront apporter un service de meilleure qualité. Nouvelles pratiques de recrutement aussi. Si vous mettez en place des nouvelles pratiques de recrutement, vous pourrez recruter des personnes plus qualifiées, les meilleures personnes, et donc avoir un service de meilleure qualité. Et puis, la mise en place du tutorat, ça permet également d'avoir cette qualité de prestation. Pour ceux qui souhaiteraient un meilleur relationnel, ça passe par plusieurs choses. Donc, marque employeur QVT qui permet aux salariés d'être plus heureux et du coup d'être plus épanouis et sympathiques au quotidien. Et puis, formation des aides à domicile, parce qu'on l'a dit, les salariés sont demandeurs de formation. Pour ceux qui souhaiteraient un recrutement plus facile, évidemment, en nouvelles pratiques de recrutement, ça passe aussi par QVT, parce que si vos salariés sont heureux, elles vont en parler autour d'elles, ça va se savoir, et puis vous pourrez communiquer aussi dessus, et donc vous aurez un recrutement plus facile. Puis formation des aides à domicile également. La fidélisation, alors là, c'est un panel encore plus grand parce que c'est tout un tas de choses qui vont faire que les salariés seront fidélisés. Donc, bien entendu, la formation des aides à domicile, le tutorat, la marque employeur QVT, et puis des nouvelles pratiques de recrutement. Et puis, la baisse d'absentéisme, ça va avec la fidélisation. C'est pareil, formation des aides à domicile, QVT, marque employeur, et puis nouvelles pratiques de recrutement. Alors, je vais laisser Pascal vous présenter les risques. Alors, on a voulu aussi identifier quelles étaient l'appréciation du risque, parce que comme tout employeur, on a une appréciation différente des risques, et il me paraissait intéressant de voir quelles étaient votre appréciation des risques, et puis l'année prochaine, on verra sans doute comment vous les couvrez, qu'est-ce que vous avez mis en place le cas échéant. Alors, vous identifiez effectivement plusieurs zones de risque. Les risques prud'homaux, bien évidemment, les risques URSSAF, et je suis assez d'accord avec vous, et là-dessus, on avait fait d'ailleurs un webinaire il y a 18 mois sur les risques URSSAF et comment s'en prévenir. Les risques liés à la mise en cause de responsabilité, oui, que vous vous occupiez de personnes dépendantes ou d'enfants en bas âge, effectivement, votre responsabilité peut être mise en cause. Et puis, bien évidemment, le risque réglementaire, qui est notamment lié et qui apparaît le plus important pour vous, qui est lié au fait qu'on peut ne pas vous renouveler l'autorisation ou l'agrément. Effectivement, c'est un point saillant.
J'identifierai aussi une zone de risque supplémentaire que vous n'avez pas identifiée. C'est le risque lié au crédit d'impôt notamment. Tout ce qui est entretien de la maison bénéficie d'un crédit d'impôt, d'autant plus maintenant avec la restitution immédiate. Et effectivement, le fait pour les pouvoirs publics de revenir sur ces dispositifs induirait nécessairement un risque pour vous, un risque en termes d'activité et d'exploitation. Pascal, il faudrait que vous coupiez votre micro quand je parle parce que ça fait un écho. Les participants nous disent qu'ils n'entendent pas très bien. Du coup, on vous l'a dit au début, on a fait 3 focus cette année. Donc, en fonction de si vous répondiez, si votre activité principale était l'aide à domicile, l'entretien de la maison ou la garde d'enfants, vous avez eu un questionnaire personnalisé. Donc, on va commencer par l'aide à domicile. On passera ensuite à l'entretien de la maison et on finira par la garde d'enfants. Alors, oui, je vois que ça va mieux. Donc, désolé pour voilà, cet inconfort auditif. Alors, sur le tarif aide à domicile, quand on essaye d'analyser, en fait, on a essayé d'identifier quelles étaient les bases tarifaires pratiquées. On voit que la part tarif socle et les structures qui se positionnent sur le tarif socle représentent que 9% des personnes qui ont répondu à notre à notre questionnaire, et on voit que progressivement les tarifs vont augmentent de façon importante par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a encore 4-5 ans, et notamment pour 37% d'entre elles entre 26 et 29 euros de l'heure, et pour 16% d'entre elles, c'est 6% ou 16%, je vois pas bien, plus de 29 euros. Donc on voit qu'effectivement, il y a la pratique de deux tarifs, ceux qui s'alignent sur le tarif socle, qui pour moi relève de l'application d'un tarif social, et puis un tarif marché qui correspond à l'appréciation de ce que font, du prix qui doit être réalisé par les entités, l'affirmation d'un modèle économique qui est on doit avoir du reste à charge parce que le reste à charge c'est la seule possibilité d'avoir un modèle économique pérenne avec un certain niveau de prix, un reste à charge certes, mais ça permet aussi d'avoir un niveau de salaire suffisant ou au moins augmenté pour attirer et fidéliser les intervenants. Donc il y a deux stratégies tenues, plutôt l'application d'un tarif social et de l'autre côté plutôt l'application d'un tarif marché. Et on voit que les tarifs ont quand même augmenté de façon très significative au titre de ces dernières années. Hein. On voit qu'il y a quasiment 37% qui ont un tarif compris entre 26 et 29 euros de l'heure, ce qui était du jamais vu jusqu'à présent. Donc voilà, et avec même des entités qui pratiquent au-delà de 29 euros de l'heure. Donc j'allais dire notamment pour les indépendants, réfléchissez bien à votre modèle économique, c'est un point fondamental. L'idée, c'est effectivement d'arriver à un cercle vertueux, et le cercle vertueux, c'est avoir un certain niveau de tarif qui vous permet aussi d'avoir un certain niveau de salaire. Alors, ceci est à pondérer par votre zone d'intervention. Vous savez bien quand il y a des zones défavorisées qui permettent pas effectivement de facturer les restes à charge. Et effectivement, vous êtes très dépendant de vos zones d'intervention. Dans un même département, il y a des villes qui sont défavorisées, et donc l'application d'un reste à charge est faible, voire pas possible. Et à l'inverse, il y a des zones d'intervention qui sont un peu plus économiquement favorisées et qui permettent du coup véritablement l'application d'un tarif marché. Donc c'est aussi un risque compensé en partie par les CEPOM, c'est que les CEPOM proposés par les départements proposent un complément de prix pour les interventions, alors souvent sur les GIR 1 et 2 et également dans les zones urbaines défavorisées.
Alors, il nous paraissait important aussi en termes de réflexion, et j'allais dire surtout à nos amis indépendants, il ne faut pas croire que le tarif horaire est un frein à l'augmentation de l'activité. On s'aperçoit que 58% des entités qui pratiquent des tarifs supérieurs à 26 € ont connu une croissance en 2022, alors que celles qui pratiquent des tarifs inférieurs à 26 €, seulement 52% d'entre elles ont connu une croissance. Donc c'est pas un élément de frein, sauf, comme je le disais, il faut bien analyser votre territoire d'intervention. Donc là, l'idée, c'est de pondérer un tout petit peu le propos, mais pour ceux qui interviennent dans des zones soit économiquement favorisées, soit, j'allais dire, moyennes, il y a sans doute un tarif à trouver et une bonne ligne tarifaire à trouver, un équilibre tarifaire à trouver avec ce qui se fait sur le territoire. Voilà. Alors, j'en parlais un peu tout à l'heure, et puis l'idée, c'est effectivement de pointer du doigt cette évolution majeure du secteur. On verra si le mandataire est un modèle qui est pérenne, hein, sachant qu'il vient en contradiction normalement avec ce qui est prévu dans le dispositif et service autonomie. Il ne prévoit pas du tout de pouvoir intervenir en mode mandataire, enfin pour autant que c'est pas évolué entre-temps. On aura la réponse bientôt. Donc on voit l'émergence d'un nouveau modèle, l'intervention en mode mandataire, sur des tarifs plutôt élevés, hein, la tranche haute des barèmes. Généralement, on voit les modes mandataires entre 29 et 32 € de l'heure, avec un niveau de marge équivalent à celui de prestataire. Je dis bien équivalent, c'est-à-dire entre 35 et 38% de marge, bien que effectivement le niveau d'engagement soit différent, mais c'est le nouveau modèle qui est prôné notamment par les grands réseaux. Je veux pas faire de pub à petit-fils. Je sais que Senior Compagnie pratique aussi ce modèle-là. Donc un niveau de tarif élevé, des intervenantes qui sont mieux rémunérées, et donc il y a un effet d'appel effectivement, et du coup de captation des intervenantes avec un vrai élan, et pour ceux qui ont des agences de ces enseignes-là à côté, qui sont installées récemment, effectivement parfois certaines agences en mode prestataire souffrent du fait de cette concurrence. Ils sont très actifs, voilà. Donc c'est un modèle qu'il faut surveiller, qu'il faut analyser, il faut voir son évolution. Est-ce que c'est pas une solution au fait que les intervenants soient mieux payés? Je pense qu'il y a une réflexion de fond à avoir là-dessus. Alors les tarifs horaires. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est quand on fait l'analyse des tarifs horaires entre les mandataires et les prestataires, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à dissocier, et on l'analysera les années suivantes, les mandataires historiques et puis les nouveaux mandataires, ceux qui viennent de s'installer depuis 3-4 ans ou 2-3 ans en mode mandataire, avec une évolution des tarifs. Et si on analyse ça, on s'apercevra que ceux qui viennent de s'installer en mode mandataire récemment pratiquent des tarifs plutôt élevés. Alors, répartition de l'activité. Alors sur les personnes dépendantes, c'est somme toute classique, hein. Il y a 78% de personnes âgées et 16% de personnes en situation de handicap. C'est à peu près classique. On arrive approximativement à ce résultat depuis plusieurs années. On a voulu faire aussi une répartition des emplois et de l'offre de services proposée par l'aide à domicile. Alors, à hauteur de 30%, c'est de l'aide ménagère. Progressivement, on voit une extension des postes d'auxiliaires de vie diplômés qui représentent maintenant 58% des effectifs. Et puis, ce qu'on constate malheureusement,
ce qu'on constate malheureusement également, c'est un faible taux d'encadrement. On voit qu'il y a 3% de responsables de secteur, ce qui est quand même très peu. Voilà. Et ça, c'est constant depuis qu'on fait ce baromètre. Voilà, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Faible taux d'encadrement du meilleur général, et ça c'est constant depuis qu'on fait depuis l'évolution du secteur, la création du secteur. C'est lié aussi aux contraintes budgétaires que vous connaissez tous. Alors, on a toujours un point, c'est un point important, et on vous pose la question depuis 2 ans maintenant sur vos partenariats, et on voit progressivement que le partenariat est une idée qui fait son chemin. De plus en plus, les structures contractent avec des partenaires des accords de partenariat. Je pense que cette évolution tient aussi à la réflexion autour du dispositif du service autonomie, et qui prévoit un rapprochement, on va dire ça comme ça, entre les SIAD et les SAD, et que ça contribue dans la réflexion collective à nouer des partenariats. Et je l'explique comme ça. Je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut s'en féliciter. Alors, là où le partenariat fait son chemin, en revanche, la mutualisation entre SAD, j'allais dire, est toujours faible. Bon, ça tient sans doute. Alors, là, on retrouve la mutualisation, c'est principalement sur la formation, un petit peu sur la mutualisation en termes d'intervention à domicile, mais ça reste anecdotique. Et c'est pas, j'allais dire, dans l'état d'esprit des structures. Alors, un point CEPOM, hein, on a vu tout à l'heure que les entreprises, enfin, vous aviez les CEPOM contractés se positionnaient sur les interventions sur les GIR 1 et 2, et d'autre part sur les zones économiquement défavorisées, ce qui permet un complément de prix, enfin ce qui permet l'application d'un tarif du tarif socle, et d'avoir un complément de prix de la part du conseil départemental. Les entités ont joué le jeu, hein, puisqu'il y a 44% qui se sont positionnés sur les CEPOM. Si on voit le slide d'après, leur anticipation, c'est que 55% d'entre elles se positionnent sur les CEPOM à l'avenir. Alors, juste un point de réflexion, c'est dès lors que vous rentrez dans le cadre des CEPOM, vous accentuez alors j'allais dire la mainmise, c'est un peu désagréable, mais vous accentuez la pression qui est exercée par le conseil départemental, puisque vous devez restituer chaque trimestre les résultats des actions que vous êtes engagé à réaliser. Et donc, de ce point de vue-là, il faut un vrai suivi au niveau des CEPOM, mais ça veut dire aussi que le conseil départemental vient s'immiscer un peu dans ce que vous réalisez. Voilà. Alors, c'est pas nouveau. De toute façon, effectivement, vous dépendez des conseils départementaux pour ceux qui font appel à l'APA. En revanche, il y a une réflexion à avoir pour les structures qui n'ont que peu de clients APA, ce qui arrive régulièrement. Alors, un point sur la réforme du service autonomie, c'est est-ce que les structures sont sensibles à ce sujet? La réponse est oui. Effectivement, alors, le peu qu'elles en savent, enfin, elles se sont renseignées et elles attendent effectivement l'application concrète de ce que ça va devenir. Et Dieu sait que ça risque d'être compliqué, parce que les fusions entre SAD et SIAD, c'est pas quelque chose de simple, c'est déjà quelque chose qui a été tenté auparavant, sans que ça soit réalisé de façon pleine et entière. On va voir effectivement quelles sont les différentes modalités qui nous seront permises par les textes, mais quoi qu'il en soit, effectivement, les structures sont assez sensibles à ces sujets et attendent avec impatience le retour et l'application des dispositifs. Alors,
la question était, dans la continuité de cette réflexion, c'est est-ce que vous vous êtes rapproché d'un SIAD en vue de la création d'un SAD? Eh bien, 22% ont répondu oui. Donc, quand on parlait tout à l'heure de partenariat, effectivement, j'ai vu des discussions se nouer entre structures. Alors, on verra, c'est pas pour autant que ça va se conclure de manière efficace, mais il y a un premier pas qui est réalisé. Et puis beaucoup sont en attente, et je pense qu'elles sont en attente de la connaissance de la réglementation et des dispositifs. Alors pareil, vous savez, on est assez sensible à l'évolution du secteur et notamment tout ce qui est digitalisation. Le programme Ma Santé 2022 a eu du mal à prendre, ou la compréhension plus exactement des entités qu'avaient les entités était un peu floue, et progressivement les entités comprennent de mieux en mieux les implications en termes organisationnels, en termes de parcours de santé du bénéficiaire et l'intérêt qu'il y a à souscrire au programme Ma Santé 2022. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on vous a posté un petit sondage sur Ma Santé 2022, vous pouvez y répondre. C'est pour voir un petit peu le taux parmi vous de personnes qui ont intégré le dispositif. Je pense qu'on peut enchaîner. Oui. Alors, merci d'avoir répondu au sondage, on l'analysera un peu plus tard. Pareil, on a voulu, de manière constante, voir la réflexion qu'avaient les entités sur les aspects prévention, et c'est un élément qui prend de l'ampleur dans les structures, avec une bonne compréhension de ce que sera le SAD de demain. Et 85% des entités considèrent qu'elles seront présentes dans tout ce qui est prévention. Et la notion de prévention dans le slide suivant prend différentes s'étoffe, on va dire, et notamment il y a un point qui émerge cette année, c'est le soutien à la vie sociale. Effectivement, c'est un sujet criant. C'est chez les personnes dépendantes, on s'aperçoit que parfois les seules personnes que les personnes âgées rencontrent, c'est leur intervenante à domicile. Et le soutien effectivement à la vie sociale est un élément crucial de maintien des personnes âgées dans un bon état de forme à la fois physique et mentale. Alors là, on est passé on passe au slide entretien de la maison. Donc on vous a fait tout un focus sur le maintien à domicile. Là, on passe sur tout ce qui est entretien de la maison. Et donc, il nous paraissait intéressant de bien comprendre les différences de modèles. Là, on est sur un modèle qui est différent, en ce sens que le modèle maintien à domicile a un panier moyen qui se situe aux alentours de 400 € par bénéficiaire, par client. Là où le panier moyen est plus faible sur l'entretien de la maison, il se situe principalement entre 220 et 280 € TTC par client, donc ce qui nécessite du coup d'avoir beaucoup de clients pour faire un chiffre d'affaires d'un certain niveau. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'on a une plus grande régularité dans le chiffre d'affaires. C'est que quand on a un portefeuille de 100 clients,
dans l'entretien de la maison, le chiffre d'affaires a tendance à légèrement augmenter du fait des augmentations tarifaires, là où sur le maintien à domicile, on a un taux d'attrition du fait que un certain nombre de personnes âgées sont hospitalisées, vont en EHPAD ou simplement décèdent. Et du coup, voilà, on est bien sûr, il nous paraissait important de bien dissocier les modèles parce que ce sont deux modèles de gestion et d'organisation qui sont différents. Les tarifs horaires, alors sur les tarifs horaires, on s'aperçoit qu'on est approximativement dans la même grille salariale que ce qui se pratique dans le maintien à domicile. Alors, c'est pas très étonnant puisque généralement, ce sont les mêmes personnes. Enfin, il y a une certaine polyvalence, on va dire ça comme ça. On a vu qu'il y avait dans l'offre de service maintien à domicile, il y a des aides ménagères. Les aides ménagères peuvent intervenir également sur la partie entretien de la maison. Et donc, voilà, on se retrouve approximativement sur la même base tarifaire de ce point de vue-là. Il y a un point qui nous a paru important, c'est qu'en est-il de l'application de la restitution immédiate du crédit d'impôt? Est-ce que les entreprises, enfin les entités le pratiquaient? Et deux, est-ce que ça a eu un impact positif? Alors, à notre grande surprise, seulement 67% des entités ont déclaré avoir mis en place le crédit d'impôt, la restitution immédiate du crédit d'impôt. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est un beau dispositif et je trouve que c'est aussi un argument commercial. Voilà, donc j'allais dire il y a un progrès encore à réaliser de ce point de vue-là. Et puis on a voulu voir si les entités qui le pratiquaient constataient une augmentation du fait de la restitution immédiate du crédit d'impôt. La réponse est à 75% non. Et puis à 25% oui, entre 1 et 5%, et plus de 5%. Voilà, donc j'allais dire, oui, ça donne un coup de pouce, mais c'est un petit coup de pouce, et là encore, c'est contrasté en termes d'analyse. Peut-être que aussi les structures n'ont pas assez communiqué, me semble-t-il, sur cet aspect-là, qui est quand même un dispositif qui est largement avantageux pour les particuliers. Alors, on a voulu savoir pourquoi non, pour celles qui ont, pour les 33% d'entre elles qui ne pratiquent pas la restitution immédiate du crédit d'impôt. Ce qui est mis en place, c'est effectivement la difficulté de mise en place et le suivi administratif plus lourd. J'en conviens. Maintenant, je pense que c'est quand même, voilà, c'est un beau dispositif et je trouve regrettable que vous n'y alliez pas parce que c'est pour ceux qui veulent développer cette activité d'entretien de la maison, c'est quand même un bel argument. Alors, on a fait la partie aide à domicile, on a fait la partie entretien de la maison. On passe à la partie de garde d'enfants. Alors, sur la partie de garde d'enfants, je dois dire qu'on a obtenu peu de réponses. Et donc, l'analyse qui en découle est moins riche, je le regrette. On essaiera de mobiliser vraiment les acteurs de la garde d'enfants l'année prochaine pour qu'on arrive à quelque chose qui soit plus conséquent en termes d'analyse. Alors, on a voulu savoir si la garde d'enfants faisait appel, dans le secteur de la garde d'enfants, on faisait appel beaucoup à tout ce qui est apprenti, l'appel à l'apprentissage, le dispositif, enfin tout ce qui est garde d'enfants peut s'y prêter sans souci. Et on voit qu'effectivement, pas mal de structures ont recours à un effectif apprenti pour les gardes d'enfants. Un certain nombre, notamment pour celles qui couplent la garde d'enfants avec l'apprentissage d'une langue étrangère. Voilà, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui tend à se généraliser. Alors, quel type de contrat est pratiqué? Bon, principalement, c'est le CDI. Alors, c'est souvent le CD2I d'ailleurs. C'est pas une grande surprise. La convention collective le permet parfaitement et c'est parfaitement anticipé par les structures.
tarif horaire. Alors là aussi, c'est intéressant. On s'aperçoit qu'il y a à 40% des structures de garde d'enfants qui ont répondu au questionnaire, 40% pratiquent un tarif inférieur à 23 € de l'heure. Alors là, je dois dire que je suis assez surpris de ce résultat et j'y mettrai sans doute un bémol. Et l'idée, ça sera de voir si on a une confirmation de ce modèle sur les baromètres suivants. Et puis, et on voit que les prix se situent plutôt, on va dire, entre 26 et 29 € de l'heure, ce qui correspond à peu près aux tarifs qu'on a pu identifier sur l'entretien de la maison. Voilà. Alors, le panier moyen, là encore, hein, c'est quelle est la tarification moyenne par client. On s'aperçoit que là encore, on est sur un autre modèle. Hein, pour 50% d'entre elles, le panier moyen entre 400 et 600 € TTC et pour 50% d'entre elles, plus de 600 € TTC. Alors ça dépend beaucoup effectivement de votre zone d'intervention. Plus vous intervenez dans une zone qui est favorisée économiquement, c'est une incidence sur le panier moyen, bien évidemment. On s'aperçoit là encore hein, qu'on est sur un autre modèle. Un panier moyen d'un niveau intéressant qui nécessite d'avoir moins de clients pour réaliser un niveau égal de chiffre d'affaires. Le risque, en revanche, sur la garde d'enfants, c'est bien évidemment votre niveau d'activité est remis en cause chaque année au moment de la rentrée scolaire et tout se prépare d'ores et déjà maintenant pour ceux qui font la garde d'enfants, à la fois en sourcing des clients et puis en sourcing des gardes d'enfants. Et on s'aperçoit qu'elles jouent leur activité souvent sur une période de 2 à 3 mois. Donc là, il y a un vrai risque d'exploitation sur cette activité-là. Elle est sans doute plus facile à gérer en termes de gestion de planning puisque le panier moyen est plus élevé. En revanche, il y a un risque systémique plus important de renouvellement à chaque rentrée scolaire. Alors, on a voulu savoir aussi s'il y a une pratique de restitution immédiate du crédit d'enfant pour la garde d'enfants de plus de 6 ans. Et en fait, peu de structures ont recours à la restitution immédiate du crédit d'impôt. Là encore, je fais le même commentaire que tout à l'heure. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est un vrai argument de facturation. C'est un vrai argument commercial. Et puis, c'est l'intérêt des familles que le pratiquer, me semble-t-il. Oui, autre élément lié à la digitalisation des activités, effectivement, 100% des attestations de la CAF sont envoyées par voie dématérialisée. On s'aperçoit qu'effectivement, massivement, ce secteur, alors le secteur de la garde d'enfants comme de l'aide à domicile ou de l'entretien, est vraiment avancé d'un point de vue digitalisation. Alors, on arrive sur la fin de notre webinaire. On vous fait une courte conclusion et puis après, on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Alors, ce qu'on a vu, c'est effectivement qu'on a 3 modèles qui sont différents et de notre point de vue, même si vous intervenez dans un même secteur, pour nous, c'est des domaines d'activité stratégiques différents, à savoir 1, les personnes dépendantes et les aidants, 2, les familles sur l'entretien de la maison et la garde d'enfants. Donc, vous vous adressez pas aux mêmes personnes. Et d'ailleurs, le moyen de captation de la clientèle est différente. Elle se fait plus par prescription sur le maintien à domicile et plus sur la communication sur l'entretien de la maison et sur la garde d'enfants. Donc, des modèles différents, des modèles d'organisation différents aussi, qui sont liés notamment au panier moyen. On a vu que le panier moyen sur la garde d'enfants est un élément important, avec des plannings sans doute plus simples à gérer. Sur l'entretien de la maison, un panier moyen qui est faible, ce qui nécessite effectivement d'aller à la pêche au contrat pour réaliser un certain chiffre d'affaires. Et puis en termes pour le maintien à domicile, toute la difficulté de la gestion et de la continuité de service, qui est un élément fondamental, et nécessité de coordination
des activités. Et là, en termes organisationnels, on voit bien qu'il y a des vraies différences à la fois sur le modèle organisationnel et à la fois sur le modèle économique. Alors, alors, 3 modèles différents et puis avec des évolutions, on va dire une performance contrastée sur 2022, économique contrastée sur 2022, avec des vrais gagnants et des vrais perdants, le secteur associatif toujours en perte de vitesse, le secteur franchisé qui a une vraie reconnaissance au niveau du marché, voilà, avec des pistes de réflexion à avoir au niveau du monde mandataire. Est-ce que le monde mandataire, c'est une des solutions qui va prévaloir, notamment sur l'attractivité des métiers? On voit que les intervenants sont mieux rémunérés et que malgré tout, la marge dégagée sur ce nouveau modèle est une marge intéressante. C'est des éléments à suivre. Et puis, on va voir aussi pour toujours ce qui est maintien à domicile, l'application en 2023 de ce que sera le service autonomie avec les difficultés qui vont être rencontrées. On va voir aussi si l'inflation tend à se réguler et quel impact ça aura en termes de politique tarifaire et politique salariale. On a vu aussi qu'il y avait les entités avaient pris la pleine mesure de ce qu'il y avait à mettre en place en termes de politique RH, à la fois sur la QVT, sur la marque employeur, sur la formation, mais en même temps sur la grille salariale. J'allais dire un secteur actif qui s'adapte aux difficultés du moment et aux difficultés structurelles du secteur. Voilà. J'allais dire, j'ai une vision plutôt optimiste, raisonnablement optimiste de la capacité des acteurs à trouver des solutions dans un cadre qui est complexe. Alors, on va pouvoir passer aux questions-réponses. On a 2 questions de Alexandra. La première, elle nous demande quelle est la différence entre le modèle mandataire et un cabinet de recrutement. Alors, c'est assez simple. Bonjour Alexandra. Le mode mandataire, alors le cabinet de recrutement, sa mission, c'est d'aider à recruter quelqu'un. Et sa mission s'arrête une fois que l'intervenant est recruté. En revanche, le mode mandataire, effectivement, vous devez recruter, mais en fait, vous devez réaliser pour le compte de l'employeur, qui est le particulier, l'ensemble des déclarations, bulletins de paye, déclarations sociales, et puis en même temps assister le particulier sur tout ce qui est social, tout ce qui est social, à savoir les difficultés que vous pourrez rencontrer dans le cadre du contrat de travail, l'application du contrat de travail avec le salarié. Donc, vous devez assister en mode mandataire, assister le particulier sur tout ce qui est difficulté dans le cadre de l'application du contrat de travail. Et notamment tout ce qui est contentieux, tout ce qui est... Voilà. Donc, c'est 2 métiers qui, de mon point de vue, sont sensiblement différents. Alors, sa deuxième question. Concernant le crédit d'impôt immédiat, ma demande d'habilitation est en attente depuis septembre 2022. En cours de traitement, avez-vous eu d'autres retours de ce type? C'est assez long, mais là, ça me paraît être très long. Donc, je vous invite effectivement à vous rapprocher à relancer, parce que 9 mois, ça me paraît effectivement long. Ensuite, une question. Alors, il y a Anne-Catherine de Ximi qui nous dit effectivement, nous avons eu des retours de ce type chez nos clients. Oui, alors, comme je vous disais, c'est long, mais là, ça fait 9 mois et ça me paraît un peu exceptionnellement long. Voilà. Une question de Christophe. Pour l'édition 2023, intégrer les activités jardin, bricot, portage repas, SVP. C'est moins gros en volume, mais cette technique est potentiellement apporteur de bénéfices ou pertes.
Alors, juste une question, c'est on n'a pas fait le résultat du sondage, et puis du coup, je leur ferai bien un sondage. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, moi, je suis d'accord pour étendre le baromètre et les questions du baromètre, mais comme vous le voyez, c'est plus ça va, plus c'est long. Et donc, ça me pose pas de problème. Juste, Victoria, est-ce qu'on peut lancer un petit sondage là-dessus pour consulter les personnes présentes pour savoir si effectivement elles marquent un intérêt important sur ces sujets ou pas? Ouais, je suis en train de le faire. Il faut savoir qu'on en a eu très peu aussi des répondants qui faisaient des activités comme ça. Donc, au niveau de l'analyse, ce ne serait pas forcément très, très pertinent. On a dû avoir 3 personnes, quoi. Oui, pour que ça soit pertinent, effectivement, il faut qu'on ait un nombre de réponses important, parce que si ça repose sur quelques retours, l'analyse était quand même un peu courte. C'est ça un peu le risque. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Alors, question de Christophe aussi. Avez-vous la répartition des postes CDI en nombre d'heures semaine? Oula. Vous pouvez répéter la question? Avez-vous la répartition des postes CDI en nombre d'heures semaine? Non. Non. Bon, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va pouvoir avancer. Donc, juste pour notre petit programme à venir, on se retrouve en novembre, comme chaque année, au Salon des services à la personne, donc à la porte de Versailles. Et puis, une petite info, nous allons fermer notre site servicealapersonne.net, notre site qui était dédié au service à la personne. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver toutes les infos du secteur sur notre site galaxyconseil.fr. Et puis, toute l'info qui était sur le site service à la personne sera redirigée sur le site Galaxy Conseil. Donc, il n'y aura aucune perte d'informations de données. On continuera à rédiger des articles sur les nouveautés et sur le secteur, mais ce sera sur le site de Galaxy Conseil directement. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous, on a la réponse au sondage qui a été mitigée là pour le focus de nouvelles activités. On a 10 oui et 6 non pour le moment. Donc, ça dépendra peut-être du nombre de répondants l'année prochaine sur ces activités-là. Eh bien, écoutez, on vous remercie de votre attention et puis on vous retrouve prochainement au salon et puis on passera, vous pourrez avoir ce webinaire en replay et puis sauf erreur de ma part, on établit aussi un résultat cette fois commenté à partir du mois de septembre. Voilà, l'étude complète au mois de septembre rédigée. Voilà, on vous mettra à disposition un livre blanc, donc vous aurez toute l'étude sous forme de PDF. Et puis, vous recevrez bien évidemment le replay du webinaire tout de suite, là, dans quelques minutes. Eh bien, merci à tous et puis très bonne journée. À bientôt. Au revoir.